La contribution attendue de la psychanalyse réside pour une part dans ce que nous avons cherché à rappeler, la conception psychanalytique du sujet, pas tout parlant, et la théorie du lien social impliquée par la structure que ce sujet reçoit du langage. Nous en avons déduit un fondement anthropologique de la violence, la solidarisant aussi bien à la structure du sujet qu'au principe même de la civilisation. Enfin, nous avons relevé la logique par laquelle l'organisation sociale capitaliste, ou mieux le discours capitaliste, dans lequel nous vivons, secrète une anthropologie idéologique qui retourne la violence contre le sujet et la civilisation eux-mêmes. En un sens, du fait de cette violence que nous avons identifiée à certains moments, à la pure pulsion de mort, la civilisation se retourne et, sans doute pour la première fois dans l'histoire, il faudrait le vérifier, contre elle-même. Résumons la violence du lien social contemporain. Le lien social capitaliste exploite la domination de la science et du marché pour promettre la guérison du manque. Celui qui adopte ce point de vue est amené à se penser à l'instar d'une machine performante, ou d'une entreprise, d'un organisme. Le succès de cette entreprise, de cette anthropologie, se mesure au fait que la société tout entière semble passer sous la coupe d'une évaluation généralisée de ses performances, au point que les psychologies et les sciences humaines en général s'efforcent de fabriquer la théorie de l'individu dont le capitalisme a besoin pour fonctionner. La psychanalyse n'est pas hors du monde. Et il se pourrait bien que ceux qui prétendent la servir soient eux-mêmes impactés par ce nouveau politiquement correct, ce qui devrait nous rendre modestes et prudents et nous amener à examiner de plus près nos propres développements actuels. Pour mémoire, il est arrivé que des psychanalystes se retrouvent proches des pouvoirs en place et pas toujours pour le meilleur. On pourra parler de ça si vous voulez dans la discussion. Eso se podrá ver en la discusión. Les ressources de doctrine psychanalytique sont fondées sur l'expérience de la cure. Dans Télévision, Lacan évoque la sortie du discours psychanalytique par la psychanalyse. Comment l'entendre? De façon formelle, si le discours capitaliste est un avatar du discours du maître, le discours analytique se retrouve à son envers. Mais nous avons mentionné le fait qu'il ne saurait y avoir de changement de discours sans un avènement du réel pour le sujet qui est alors mis en demeure de s'expliquer avec ce réel, alerté qu'il est par l'angoisse. Disons, brutalement, que la cure devrait lui permettre de récupérer la responsabilité de sa position, sa capacité d'aimer, de travailler, ce sont des mots de Freud, jouir des choses de la vie. Mettre le capitalisme hors de soi, c'est d'abord restaurer, je dirais, l'indépendance de la raison du désir, mais il faut bien parfois une analyse pour ça. Y algunas veces para esto es necesario un análisis. Et sans doute devrions-nous pouvoir évaluer toutes les politiques en fonction de la place qu'elles font à la singularité, aux symptômes, au savoir troué, telles certaines sciences humaines susceptibles de fournir les moyens de penser le rapport du sujet au monde. J'ai évoqué lors de la première leçon ce qu'est la fin de la cure, enfin, je l'ai évoqué de plusieurs façons. Dans la première, le sujet accouche du symptôme, certes comme solution subjective, mais également, entre comilles, sociale. Et seul le symptôme sait ce qui fait sa singularité. Seulement, le symptôme n'est pas un point final, plutôt un artisanat
qui dure ce que dure la vie. Alors, est-ce que c'est assez pour que nous devinions que le Saint Homme donne à chacun la chance de devenir l'artisan, sinon l'artiste de sa vie? J'avoue rêver, et c'est quelque chose que j'aime répéter, Y eso es algo que a mí me gusta mucho repetirlo. mais j'avoue rêver de pouvoir me retourner au soir de ma vie et de vérifier que ma vie avait du style. Parce que le style, c'est la trace de ce que nous laissons pour la génération qui, après nous, a à poursuivre l'œuvre humaine commune. Évidemment, il ne saurait y avoir de cure dans une modalité du social qui rejette l'inconscient. Si c'était l'unique modalité. Si fuera la única modalidad. Qui rejette l'inconscient au point de précipiter les individus dans une sorte, ce que j'ai essayé de dire hier, d'acting out, entre comilles, généralisé. En témoigne la fonction du rêve que Freud a analysé comme l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé. C'est-à-dire désir qui se satisfait d'être accompli sur la scène du rêve et pas d'être réalisé dans la réalité. Fonction du rêve qui est réduite aujourd'hui à un effet physiologique qui serait même lisible sur l'IRM, l'image à résonance magnétique. Et la conséquence en est la démultiplication des accomplissements dans la réalité, des crimes dont les rêves les délestaient. Une collègue m'a rapporté un rêve d'un de ses analysants. No, está en la parte inferior. Ah, c'est bien. Si, il y a la note. Et ainsi, le collègue m'a rapporté, au moment où j'écrivais ces lignes, le cas d'un analysant qui faisait tout le temps le même cauchemar. Il essayait dans le rêve de frapper l'homme qu'il a agressé dans la réalité, mais il n'y arrivait pas. Le jour où dans le rêve il a réussi à le frapper, il n'a plus fait ce cauchemar et il s'est détaché de la haine. Dit autrement, la séparation n'était possible qu'une fois. On recommence. Alors, une collègue m'a rapporté le cas d'un analysant me presentó el caso de un analizante qui faisait toujours le même cauchemar. que siempre realizaba la misma pesadilla. Il essayait dans le rêve de frapper l'homme qu'il a agressé dans la réalité, En el sueño ella intentaba golpear al hombre que la había agredido en la realidad, mais il n'y arrivait pas. pero ella no lo lograba. Et le jour où dans le rêve il a réussi à le frapper, Y en el momento en que en el sueño ella logra golpearlo, il n'a plus fait ce cauchemar. desapareció la pesadilla. Il s'est détaché de la haine. Ella se liberó del odio. Dit autrement, Dicho de otra manera, la séparation n'était possible la separación no era posible qu'une fois l'accomplissement dans le rêve. es decir, No, pas que la separación era posible sino cuando esto podría realizarse en el sueño. Quand elle est accomplie dans le rêve, parce que Cuando ella lo logró en el sueño. tout se passe comme si le rêve lui avait offert la chance Eso opera de tal manera, opera como si el sueño le dio la oportunidad de commettre le pire pour s'en libérer. de cometer lo peor para liberarse de eso. C'est-à-dire de l'accomplir dans le rêve. Es decir, realizarlo en el sueño. Non réaliser, accomplir. Est la différence pour Freud entre accomplissement et réalisation. Le fait que, on va garder, le fait que ça se réalise dans le rêve, on va El dire hecho de que se realice en el sueño, ça permet de ne pas le réaliser dans la réalité. On peut dire ça. C'est la formule de Freud, el sueño es il. ¿Cómo se dice en español? la realización. On dit
Alors, du coup, il me semble pouvoir répondre à la question de notre contribution à l'analyse des politiques contemporaines en demeurant au niveau des impacts subjectifs. Je ne vais pas faire le tour des politiques nationales et internationales. Et ça, dans une perspective clinique. Et je déclinerai plusieurs traits que nous avons souvent croisés. Le premier, c'est l'effondrement et la nécessité de la loi. En fait, je vais m'appuyer sur la guerre des maras. Yo voy a apoyarme en la guerra de Maras, c'est una palabra, un mot qui signifie bande. Sí, yo voy a apoyarme en la guerra de las bandas, que llaman los maras. Alors ça s'appelle Maras au Salvador, au Guatemala. Et je profite pour ça d'un film qui a été tourné dans une maras par quelqu'un qui s'appelle Paul Veda. Y yo recurro para esto a una película hecha sobre los maras, hecha por alguien que se llama Paul Vedas. Et qui a été assassiné par la bande qu'il filmait. Y que fue asesinado por la banda al cual él filmaba. Ou l'autre bande, enfin on verra tout à l'heure, mais avant même que le film sorte, il n'a pas vu le film. Él no pudo ver la película porque lo mataron antes de que la película saliera. Donc cette guerre nous servira à établir un premier constat. Les autorités légales et morales sont bien incapables d'imposer leur ordre, rejetées qu'elles sont par les partis en présence, par les différentes bandes. Ou bien elles ne veulent pas mettre de l'ordre, pointant les maras comme le bouc émissaire souvent instrumenté de leurs échecs économiques. Si au départ les bandes nées dans les rues de Los Angeles étaient une protection pour les enfants d'immigrés qui fuyaient la guerre civile, elles sont devenues d'authentiques gangs criminels. Leur désignation au Honduras, maras, est empruntée aux marabuntas, des fourmis carnivores auxquelles rien ne résiste. D'Amazonie. Si tout est écrit, alors il est écrit qu'ils ne sortiront pas de leurs conditions de vie. Ils ont rendez-vous avec leur assassinat ou leur incarcération, ce qui n'est pas sans rapport avec l'actuel sentiment de fin écologique du monde libéral. Autant dire le maximum de plaisir, autant tirer alors le maximum de plaisir de la vie tout de suite. L'impératif survoïque de la jouissance se conjugue à l'évidence avec la pulsion de mort. Un triangle symbolise cette vie folle ainsi choisie, où chaque sommet désigne l'un des objets convoités, le sexe, la drogue, le rock. La situation n'est pourtant pas pure violence, puisque, par exemple, les enterrements des victimes de cette guerre sont l'occasion de cérémonies religieuses, de sermons sur la paix, auxquels les belligérants sont attachés, sans renoncer à la vengeance. La vengeance elle-même relève d'un code d'honneur que l'on ne saurait trahir sans se mettre hors la loi du groupe auquel on appartient. Ce qui fait que cette violence est sans fin. Lo que hace que esta violencia no tenga fin. De fait, le gang est vécu, écrivait Christian Poveda, comme une commune, la commune au sens de la cité. Sí, una comuna en el sentido de como se dice en la ciudad. Une commune égalitaire, une confrérie autoproclamée d'exclus. Ils vivent ensemble en autogestion. Ils assurent le nettoyage de la maison, les repas qu'ils prennent devant la télé. Et les deux bandes dont il est question dans le film, MS-13, dit aussi Salvatrucha, et MS-18, tirent leur nom de leurs rues respectives à Los Angeles, où elles se disputaient le même territoire. La fin des années 90 voit à la fois plus ou moins la fin des guerres civiles en Amérique latine. On le croyait. Eso se creía. Et le durcissement des politiques migratoires aux États-Unis. Les clandestins sont renvoyés chez eux, exportant la guerre des gangs dans un terreau fertile pour la violence, du fait des blessures héritées des luttes intestines et d'une situation économique désastreuse.
Les maras sont organisés en cliques, cellules de base de quartier, premier échelon d'une organisation criminelle très hiérarchisée, entre lesquelles la parole donnée ne se reprend pas. Cruel paradoxe, le camp des Salvatrucha, qui est un mot dérivé de salvadorien, a donné sa parole de ne pas toucher à Poveda durant son enquête auprès de la 18, mais il refusera d'être filmé, parce qu'il y avait un risque à être filmé. Porque había un riesgo por el ser... Ayant leur sein, mais qui ne sont pas tenus par la parole de l'autre camp, qui l'assassineront. De sorte qu'il nous faut bien conclure à la fois à la faillite de la loi juridique, de l'État, et d'une certaine façon de la religion, et d'autre part à l'existence à la fois d'une loi interne et vis-à-vis de l'extérieur au moins de la loi du talion. La reconnaissance des chefs, les règles d'alliance endogamique, les rites d'initiation dont témoignent les tatouages spécifiques à chaque clan, la loi du silence, l'organisation de la défense des membres de la même communauté démontrent qu'il existe bien une organisation sociale plus complexe que l'apparente loi de la jungle. Alors, je vais dire un mot des premières traces de cette loi du talion. Elle figure dans le code d'Hammurabi, à Babylone, en 1730 avant Jésus-Christ. C'est dans les faits une loi qui introduit un début d'ordre dans la société devant le crime. Il s'agit de tempérer la tentation de se faire justice soi-même en proposant une juste réciprocité du crime et de la peine. Nous pouvons soupçonner que cette loi, paradoxalement, cherche à freiner l'escalade de la violence individuelle, d'empêcher sa collectivisation et sa généralisation en la limitant au niveau de la violence subie. Sans doute la notion contemporaine de légitime défense procède de la même intention. Elle exige que toute riposte soit proportionnée à l'attaque. C'est aussi la règle imposée à la répression policière des manifestations en France. Es igualmente la regla que se impone a la represión hecha por la policía en Francia a las manifestaciones. Là encore, la réponse adéquate à une violence est sujette à interprétation. Et l'histoire montre que ce calcul de la bonne riposte inaugure le plus souvent un cycle de violence et contre-violence sans fin, voire le conflit israélo-palestinien par exemple. Vean, por ejemplo, el conflicto entre Palestina y Israel. Peut-être y a-t-il là une autre trace, celle d'une faute originelle, ici entre les maras. Personne ne peut dire qui l'a commise à Los Angeles, ni qui a commencé le cycle de violence. Non pas parce que cette origine a été oubliée, sans doute trouvera-t-on des prétextes, mais parce que l'incident déclenchant, s'il y en a un, réveille la dimension fondamentale de la violence que chacun et chaque organisation sociale doit traiter. Dévoyée ou non, la loi trouve dans le meurtre l'un de ses fondements. Mais pourquoi ici le meurtre fonde-t-il l'interdit de notre meurtre? Et là, le meurtre inaugure-t-il la répétition du meurtre? Il vaudrait le coup de reprendre de ce point de vue, parce que je l'ignore, l'histoire et les conséquences de la grande violence en Colombie, depuis l'assassinat du leader libéral Jorge Eliezer Gaitán, le 9 avril 1948, jusqu'au coup d'État du général Pinilla en 1953. Mais peut-être c'est un mythe que de faire commencer les choses à l'assassinat de Gaitán. Posiblemente pueda ser un mito hacer pensar que las cosas comienzan con el asesinato de Gaitán. Il n'y a pas de société humaine sans se soumettre à la loi du langage et partant aux lois sociales qu'elles permettent de construire. Les maras n'y échappent pas. La disqualification des figures d'autorité traditionnelles, l'État, les penseurs, les prêtres, qui n'ont jamais que l'autorité qui leur est reconnue, laisse la place à de nouveaux chefs dont l'autorité est identique à leur capacité
à répondre à la violence par la violence. Est-ce que celle-ci relèverait de l'acting out? Le accord, le noyau dur des fous intégraux, je veux dire, ces chefs, le noyau dur, ce sont des fous intégraux, confie encore Poveda dans son film. Quelle incidence pour le groupe social et pour ceux qui doivent se fabriquer avec une telle distorsion de l'autorité qui rend la loi mortifère? Mon hypothèse, mais c'est vraiment pour discuter, est que la loi fait retour dans le réel sous la seule forme de la loi du talion, et une loi du talion dégradée, en raison d'un rejet qui porte moins sur la loi juridique que sur la loi du langage. Le fait que pour parler, il convient d'articuler les signifiants. Et il se pose alors la question, de la garantie de la vérité de ce que chacun affirme ou de ce qu'il entend. Là est ce qui semble contester radicalement. Et Forclot, ce qui garantit pour chacun la confiance en la parole, à l'autorité du discours, et qu'il remplace par un chef de guerre qui lui désigne la raison du malheur dans le monde et comment l'éradiquer, notamment en commanditant un meurtre. En réalité, la parole n'est respectée qu'à l'intérieur du camp. En realidad, La parole palabra no es respetada más que el interior del campo. Les lois du langage ne valent pas pour l'extérieur. Las leyes del lenguaje no tienen ninguna validez para el exterior. Alors, l'identité contre l'identification, c'est le deuxième trait que je relève. La naissance d'un enfant, que ce soit au Honduras, au Costa Rica, en Colombie, en France, est en principe précédée du discours parental. Les parents peuvent aussi bien ignorer l'enfant, confère les dénis de grossesse, vivre sa venue comme un danger, confère les infanticides, et quand même l'accueillir convenablement. O también acogerlo de una manera conveniente. Ce que j'ai oublié de noter. Lo voy a anotar. Le plus souvent, l'enfant est adopté par ses parents. Les parents qui parlent de leur enfant à venir lui ménagent une place dans le discours. Il y est représenté par une foule de signifiants que Lacan qualifie de réserve d'attributs. Freud puis Lacan ont appelé idéal du moi le signifiant qui en quelque sorte condense, résume, désigne cette réserve comme la place où l'enfant est attendu, mais qu'il n'occupera jamais, puisqu'il n'y sera jamais que représenté en vertu de la loi du langage. C'est parce que les signifiants s'articulent que les sujets représentés par un signifiant pour un autre tiennent ensemble. Dans sa psychologie collective, l'analyse du moi, Freud affirme qu'un groupe est constitué autour d'un même idéal du moi, à partir duquel chacun peut reconnaître ses semblables, à l'image de son moi, et partager la même perte de jouissance à parler, et les mêmes modes de récupération. Une communauté est donc rassemblée autour d'un renoncement à la jouissance qui prendra la même forme collective, un interdit, mais avec laquelle chacun devra se débrouiller, c'est-à-dire miser son désir. Et nombreux sont les groupes qui s'édifient autour d'une jouissance meurtrière, non plus structurellement perdue, mais récupérable au détriment de quelques autres. Confèrent tous les groupes d'extrême droite, fascistes, nazis, etc. Une telle conception amène ceux qui la partagent à tracer la frontière. Les maras marquent leur territoire de tags, je ne sais pas si on dit tag pour les graffitis. De leur nom. Ils marquent la frontière de leur communauté avec des tags entre les semblables narcissiquement aimés et les dissemblables, les étrangers, lesquels incarnent aussitôt la jouissance perdue à parler. Ils sont de fait désignés comme des voleurs de jouissance. Et ainsi s'explique le mélange constant dans ces bandes de douceur à l'endroit du partenaire et d'hyper-violence meurtrière pour l'ennemi. Le déficit structural de jouissance est interprété
comme une faute contingente attribuée à l'autre. Le code de conduite de la Mara 18 interdit de prononcer le nom Salvatrucha, l'autre bande. Les initiales Mara Salvatrucha sont lues par la 18, mierdas secas. L'expression conjugue l'objet pulsionnel de l'agressivité et l'imprononçable du nom de l'autre, le voleur de jouissance, la cible. La violence des maras, je cite Maria Santa Cruz Real, qui a beaucoup écrit sur ça. La violence des maras est essentiellement orientée vers la destruction de ceux qu'elle considère comme ses ennemis, des jeunes de conditions sociales et économiques très semblables qui ne se différencient que par leur appartenance au groupe adverse. Ils n'ont pas la même identité. Cette logique éclaire plusieurs aspects du phénomène marin. Frappe d'abord le fait qu'il s'agisse de bandes d'enfants soldats, d'enfants des rues, coupés précisément de leur famille naturelle et des discours parentaux. Abandonnés par leur mère, parfois très tôt après la naissance, les membres trouvent dans leur marat le sentiment réconfortant d'appartenir à une famille. Et faute de l'idéal du moi qui anticiperait leur venue, ils tatouent sur leur visage la marque d'appartenance à leur groupe. C'est par exemple 18 sur la figure, ou MES pour merde, c'est quoi. Et El Bad Boy, quelqu'un de la 18, l'affirme, alors il le dit en anglais, la 18, c'est ma famille. Ce tatouage me lie à elle pour la vie. Le même raconte qu'il a subi le passage à tabac initiatique qui accompagne son admission. L'entrée dans la Mara passe aussi par la case prison, notamment pour les extradés des USA, dont les individus sortent alors auréolés du prestige dû aux durs et aux tatoués. Ils se font tatouer en prison. On entre ici dans la violence par une violence initiatique subie. Certes, le tatouage permet à chacun d'être reconnu comme un semblable sur le bon territoire, marqué également, et de reconnaître lui-même ses alter ego. Communauté de déshérités, ils se présentent comme ceux qui n'ont rien eu, auxquels ne reste qu'une vie qu'ils ne sont même pas assurés de transmettre. En ce sens, ils ne méritent pas le qualificatif de prolétaire, qui désigne celui qui est réduit à ses capacités reproductrices. Eh bien, même pas eux. Ils ont les capacités, mais ils ne pourront pas les exercer. Du coup, la vie des uns et des autres, littéralement sous-prolétaires, ne devient-elle pas le bien à convoiter, mais dont on ne s'empare qu'à risquer de perdre la sienne, qu'à perdre sa propre vie. L'idéal du moi artificiel désigne celui qui l'arbore, du même coup, si je puis dire, aux yeux de l'autre camp, comme cible à abattre, comme vie à prendre. Hein, le même signe fait que je suis accepté, et le même signe fait que je vais mourir. La singularité de chacun, ce qui distingue chaque membre de chaque membre, et l'assure de sa différence absolue, s'efface derrière une identité partagée, formatée par le groupe dont ils portent l'insigne. Leur singularité affleure peut-être encore dans leur chambre, dont les murs sont tapissés de peluches, d'images saintes et d'affiches de stars du football, alors même que sous les toits, dans les recoins des cours, sont cachés des chargeurs de 9 mm. Il y a la peluche à côté de la mitraillette. Intuitivement se devine que parce que Poveda propose la paix entre les camps, c'est une des raisons de ce film, il provoque l'effacement des frontières entre Salvatrucha et 18 et menace la localisation de l'altérité
grâce à laquelle chacun s'assure de ce qu'il est et reconnaît ses semblables. La paix est une menace. Je me demande s'il n'y a pas là quelque chose qu'il faudrait examiner dans le contexte actuel ici. Me pregunto si allí no hay algo que sería necesario examinar en el contexto actual que se tiene aquí. Pour certains, la paix est une menace. Para algunos, la paz es una amenaza. Poveda a été condamné à mort, comme avant lui certains militants de la paix en Israël, en Palestine ou ailleurs, faute que soit perçue, au moins par le commanditaire ou le tueur, une autre solution pour soutenir son existence, pour retrouver l'appui de sa singularité, de son symptôme. Celui qui choisit la voie du symptôme est alors mis en demeure d'y répondre. L'identification, la réponse du sujet, s'oppose à l'identité au sens où elle désigne le processus par lequel un sujet tire les conséquences de son identification, l'idéal du moi, pour loger sa singularité sans la réduire au semblable et non l'image ou la signification, l'identité, fournie par l'autre et affichée comme un blason. Poveda dénonçait la solution par l'identité et plusieurs se sont sentis menacés. Le passage à l'acte, l'explosion pulsionnelle, relève de la protestation logique du sujet quand il ne peut pas mettre la violence, entre guillemets, structurale qu'il habite, à une place qui serve le lien social, c'est-à-dire ouvert à l'altérité, plutôt qu'elle ne préserve la communauté des mêmes, des semblables. Et encore, la Liro, Little One, c'est un personnage dans la pellicule. Little One es uno de los personajes de la película Qui travaillait à permettre à une jeune femme de quitter son tatouage et de quitter la 18. que trataba de que una joven se quitara el tatuaje y se saliera de la 18. Et un personnage a pu dire, mais on ne quitte pas la 18. On ne quitte pas la 18. Et parce qu'il était comme l'un des nôtres, puisqu'il filmait, il participait à la vie collective, Christian le savait. Autrement dit, sa mort était inscrite dans la logique de son entreprise. Porque él estaba en el grupo, por eso su muerte estaba ya escrita en la lógica del proyecto. Alors l'explosion pulsionnelle et la jouissance de l'autre, troisième point. Le cœur du sujet est constitué d'une part extime, donc, le réel de ce qu'il est, qui met la représentation à l'échec, dont il ignore de quoi elle est fabriquée, autour de quoi tourne la pulsion. Et j'ai souvent répété que seul le symptôme sait. Yo he repetido continuamente que eso el síntoma lo sabe. Solamente. De sorte que le sujet est partagé de façon plus ou moins sensible entre l'identité qui lui paraît plus stable, qui n'exige aucune castration, un simple copier-coller de l'image du semblable, et ce qui, de sa singularité, demeure structurellement irréductible à aucune représentation, et même pas à son identité. Là prend sa source aussi bien l'exigence pulsionnelle d'une toujours autre satisfaction, qui traiterait la part intraitable, mais aussi de l'envie de savoir. Là aussi réside ce qui, dans le sujet, objecte violemment à tout ce qui menace cette singularité. C'est aussi ce qui alimente la capacité du sujet à user de la violence pour ou contre le vivre ensemble, pour ou contre lui-même, pour sauver son existence contre l'être formaté, contre l'identité dans laquelle il se sent enfermé par l'autre. Jouer avec cette part ignorée, c'est jouer avec la substance qui donnerait du réel à son être, la jouissance. D'où la jouissance que le sujet trouve à détruire. D'autre part, plusieurs questions demeurent. Est-ce que le clan n'illustre pas l'une des modalités de soumission de sujets à un groupe en réseau, un réseau d'individus, dans un tout imaginaire et forcément endogame, dont les réseaux électroniques ou cybernétiques ne seraient que des variations? Vous voyez, ça introduit de nouvelles questions. Esto introduce nuevas preguntas.
Est-ce que dans une telle organisation sociale, mettre sa vie en jeu n'a pas pour fonction de vérifier que le sujet est vivant? Est-ce que le meurtre change le meurtrier? C'est par le meurtre de la bête primitive que Freud imagine que l'homme s'est humanisé. Et chacun ne s'humanise qu'à prendre sur lui le meurtre des origines, à se reconnaître coupable, à renoncer au meurtre. Avec les nouveaux meurtres, il n'y a pas de place pour le symbolique, en quelque sorte. On tue pour ne pas renoncer à la jouissance, et parce que la victime est forcément le coupable. Je est innocent. N'y a-t-il pas là un indice, là encore, que quelque chose de la fonction paternelle n'est pas en place et ne saurait y être? Nous devrions trembler à l'idée que cette violence meurtrière soit un corrélat de la vie en réseau quand le générationnel s'efface. Alors, quatrième point, un savoir qui interdit le transfert et des protestations contre le formatage. Le savoir valorisé par la modernité est celui de la technoscience, un savoir d'ingénieur, convertible strictement en information, en compétences, en technique, en communication. Il est impossible de répondre, il est impropre à répondre à la question que chacun se pose sur ce qu'il est, dès lors que le sujet ne confond pas son fonctionnement avec le sens de sa présence au monde. Le savoir que le sujet aime, c'est celui qui ne lui dicte pas ce qu'il est, celui qui prend acte de l'existence d'un savoir indisponible sur ce point, ce que Freud appelle inconscient, nous le savons. Je vous rappelle l'acte de naissance de la psychanalyse. Yo le recuerdo del momento de nacimiento del psicoanálisis, el acto de nacimiento del psicoanálisis. Quand Emmy von N vient rapporter ses symptômes à Freud. Cuando Emmy von N viene y le presenta sus síntomas a Freud. Et que Freud lui dit, mais je vais vous guérir, je m'en occupe. Freud le dice, yo lo voy a curar, yo me ocupo de eso. Et en quelque sorte, elle lui dit, taisez-vous, laissez-moi parler. Y ella le dice, cállese, déjeme hablar. Et Freud dit, j'obtempérerai. Y Freud dice, j'obtempère. Sí, yo voy a hacer lo que usted dice. Et c'est la première fois dans l'histoire que c'est le patient qui devient l'enseignant. Es la primera vez en la historia en la cual el paciente se convierte en aquel que enseña. Obligeant Freud à maintenir un trou dans le savoir. Obligando a Freud a mantener un agujero en el saber. Donc le sujet supposé savoir, c'est pas le fait qu'il sache. Por esto, el sujeto supuesto saber no es el sujeto que sabe. C'est qu'il puisse écouter ce que l'analysant amène quand il s'explique avec ce trou dans le savoir. Sino aquel que puede escuchar cuando el analizante presenta eso que aparece como un agujero en el saber. Non, la façon dont il s'explique avec le trou dans le savoir. La manera como el analizante se las arregla, se explica con ese agujero en el saber. Le transfert est l'amour adressé par le sujet, on pourrait dire, à ce savoir indisponible, qui fait trou, mais qui promet de répondre. Or, l'imposition d'un savoir informatif, là où l'inconscient pose au sujet la question de sa vérité, substitue la détermination à la promesse. La détermination par tous les savoirs dans lesquels on est pris, à la promesse d'un savoir qui réponde de l'être du sujet, même si cette promesse ne sera jamais remplie. Sinon, par le symptôme. Bon, peu importe. L'enfant, alors, c'est aussi un mot des enfants. Les conditions du processus par lequel l'humanité se reproduit comme telle, au-delà de la reproduction biologique, sont transmises en principe par les parents à leurs enfants. Ici, il n'y a pas de transmission. Alex Sanchez, un ex-membre de la Salvatrucha, le souligne. La tutelle parentale ne s'exerçait guère et la rue, l'alcool, la drogue nous attiraient irrésistiblement. La raison majeure de cet état de fait réside dans le fait que devant la déstabilisation sociale
l'absence d'alternative politique et de perspective économique, il n'existe pas d'autre issue que l'exil. Alors, il s'agit de ceux qui partent pour aller constituer les maras à Los Angeles. Se trata de aquellos que parten para constituir los maras en Los Ángeles. À côté des 6 millions d'habitants au Salvador, au moment où écrivait Sanchez, En el momento en que escribía Sánchez, 2,5 millions de Salvadoriens résidaient aux États-Unis d'Amérique, dont 800 000 à Los Angeles. Mais il fallait compter avec 700 000 départs par an, soit 200 par jour. Bon, sans doute Trump a mis un frein, certes pour des raisons peu louables, à cette immigration. Mais dans ces conditions, on assiste à une véritable déstructuration de la cellule familiale. Ce sont les enfants qui s'en vont. son los niños los que se van. Livrant les jeunes sans avenir à eux-mêmes. Et les recrutements par les bandes sont de plus en plus précoces. Pire, les politiques répressives qui ne prennent pas en compte la nature des maras démantèlent les chefs et accentuent l'abandon des jeunes à eux-mêmes. Elles freinent l'insertion, même puisque ceux qui tentent de fréquenter les institutions spécialisées, qui s'occupent des jeunes dans cette situation, sont arrêtés par la police comme les autres. Pire encore, des lois constitutionnellement discutables construisent la figure d'un enfant ennemi de la société pour lequel les droits de l'enfance ne s'appliquent pas. Le démantèlement du leadership des anciens, parce qu'on arrête tous les leaders des bandes sont arrêtés. Il faut traduire ça, tous les leaders des bandes sont arrêtés. Todos los líderes de las bandas son detenidos. Voit apparaître de nouvelles formes de violence contre des personnes du même quartier, contre les immigrants en situation irrégulière, lesquels forment de nouvelles bandes pour se défendre autour des criminels expulsés des États-Unis. Ce que j'essaye de dire, c'est que les lois que s'étaient données les maras pour elles-mêmes ne fonctionnent plus, sont détruites par les politiques qui essayent de s'en occuper. Lo que yo quiero decir es que las leyes que los maras construyeron para ellos mismos no funcionan más porque los políticos se han encargado de destruirlas. Bon, l'enfant choisissait sa nouvelle famille, la maras. Il est considéré comme membre du clan qu'il entend servir. Mais on connaît déjà l'usage des sicaires et des adolescents soldats, mi-enfants, mi-adultes. Bon, certes, nous pouvons protester contre un tel sort, et il faut le faire. Mais tel enfant de Harlem témoignait devant des chercheurs qui l'interrogeaient du fait d'être devenu délinquant parce qu'à 4 ou 5 ans, il a été sollicité pour un mauvais coup par une bande. Il était le seul, au vu de sa taille, à pouvoir passer par une petite ouverture et ouvrir une pharmacie aux casseurs, ce qu'il a fait. Et pour la première fois, il a compté pour un autre, et ce choix a déterminé les choix qu'il a eu à faire à son tour dans son existence. La situation des enfants des maras m'évoque celle des enfants emprisonnés avec leur mère dont parle Spitz. Cette remarque est sans doute suggérée par une séquence du film de Poveda où l'on voit la lyre allaiter son enfant, les menottes au poignet avant d'être emprisonné. Dans l'expérience de Spitz, les enfants en prison ont bénéficié de la présence et des paroles de la mère, là où d'autres, élevés dans une nurserie modelée sur le taylorisme, ont eu à souffrir de l'hospitalisme. Confrontés à la réponse technique, ces derniers ne se sont développés ne se sont pas développés normalement, ni pondéralement, ni staturalement, ni psychologiquement. Alors est-ce un hasard si les troubles de l'attention, l'hyperkinésie, se présentent comme le symptôme le plus développé aujourd'hui chez les enfants jeunes dans le monde de la globalisation? La réponse le plus souvent apportée par les adultes est terrible, au moins aux États-Unis. Elle consiste à les mettre sous amphétamine. L'équivoque de l'expression manque d'attention
est en effet propice à souligner que s'il souffre de ce manque d'attention, le manque n'est peut-être pas là où l'on vise. Pris comme objet de jouissance, l'enfant n'est alors pas accueilli comme un sujet potentiel. Cet enfant de l'hypermodernité, abandonné par ses aînés, trouve un lieu d'accueil dans les marasmes et une issue pulsionnelle dans la violence. Du coup, l'organisation protectrice des marasmes apparaît bien comme une solution à la globalisation et à la réification des sujets en individus et de leurs relations, la réification de leurs relations au réseau. Alors, c'est un champion du passage à l'acte. C'est le 6e point. Le sujet du passage à l'acte est un sujet prompt à rejoindre l'objet de son fantasme sans réfléchir, puisqu'il ne peut pas penser ce rapport. Le fantasme constitue une sorte de cadre dans lequel le sujet construit sa réalité habitable, laquelle implique un certain renoncement à la jouissance. Pas de manque, pas de désir. Dans le passage à l'acte, le sujet saute à travers le cadre du fantasme pour tenter de rejoindre son être de jouissance. La délinquance des marasmes présente cet aspect explosif de celui qui saute sur tout ce qui promet un plus de plaisir en attendant la jouissance. C'est pourquoi un religieux, Greg Boyle, bon, c'est quelqu'un qui à Los Angeles s'occupe d'une ONG. Es alguien que en Los Ángeles se ocupa de una ONG à direction de ces jeunes, que trata estos jóvenes. Qu'il est justifié à parler de crimes désorganisés, par contraste avec le crime organisé, En contraste con el crimen organizado. de la part des jeunes, bien trop incapables d'imaginer un avenir quelconque pour atteindre à un tel niveau d'organisation, celui de la criminalité internationale par exemple. Nombre d'auteurs s'entendent pour souligner que cette pente au passage à l'acte constitue une dimension de l'adolescence, précisément parce qu'il s'agit du moment où le sujet doit tirer les conséquences de la façon dont il a résolu sa névrose infantile. Il met à l'épreuve son fantasme, son symptôme, son choix sur le sexe, précisément à l'occasion du rendez-vous que la vie lui a fixé avec l'autre sexe, avec le semblable, avec le collectif, avec la politique, etc. Avec le savoir. Ces jeunes témoignent de débrouillardise, de création artistique, il y a le tag, les raps, de courage, de solidarité intraclanique et d'un désir de changement. Bon, confère annexe 1, pero no hablaremos de eso. Mais beaucoup avancent que le véritable obstacle à leur réinsertion réside dans l'absence d'emploi. Seul le travail permettrait de sortir de l'anticulture de la précarité. À l'époque où l'Europe, et la France en particulier, s'émeut de l'augmentation brutale du nombre de suicides au travail, on ne soulignera jamais assez la dimension anthropologique du travail. Il y a une sorte de paradoxe à penser qu'ils s'en tireront par le travail et à constater que les suicides au travail sont de plus en plus nombreux. Hay una paradoja porque lo que encontramos es que se piensa que tiene una salida por el trabajo, y lo que encontramos es que cada vez hay más suicidios en el trabajo. Et des études récentes font une description des banlieues françaises qui, autour des conséquences du désemploi, ne sont pas sans évoquer les caractéristiques des banlieues salvadoriennes. Bon, il y a une différence de niveau de violence. Hay una diferencia en el nivel de la violencia. Alors face à la violence, pour conclure, Para concluir, j'ai essayé de construire une logique, entre guillemets, de la violence. he intentado construir una lógica, entre comillas, de la violencia. Je regrette de ne pas avoir exploité Lamento no haber podido explotar o explorar une référence de Lacan una referencia de Lacan qui nous invite à faire une biologie. que nos invita a hacer una biologie, pero biologie con B pequeña. C'est-à-dire une théorie de la violence à la place de la criminologie qui existe. Es una teoría de la violencia que viene en lugar de la teoría de la violencia que existe.
Donc une logique de la violence en dehors de toute position pessimiste ou réaliste, pas même pragmatique. Elle devrait contribuer, si elle participe bien, cette logique d'une science du réel, au calcul d'une position éthique. Bon, c'est en tout cas mon vœu, c'est notre vœu, hein, je peux dire, par l'impossible. Certaines réponses s'imposent comme allant de soi, mais leurs conditions de mise en œuvre devraient faire l'objet de débats et de travaux. L'analyse de la situation constitue elle-même un moyen de lutter. Et nous pourrions avoir des objectifs presque simples. Restauration de la parole, prise en considération du symptôme, résistance au tout technoscience. L'autorité n'est aucune explication. Si nous parlons, si on écoute, si on s'écoute, c'est que chacun renonce à l'exercice du pouvoir dont il est capable au profit de l'autorité de celui à qui il reconnaît l'autorité. L'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Nous déduirons du processus par lequel un sujet se réalise, tel que la psychanalyse nous l'enseigne, que l'autorité paternelle dépend, l'autorité familiale, dépend de plusieurs conditions. Bien sûr, du cas que la mère fait de la parole du père, de l'élection de la mère comme cause de son désir par le père, du consentement de cette femme, du soin paternel que cet homme accordera à son enfant, mais surtout, il est une condition qui ne peut pas s'anticiper, que l'enfant, entre guillemets, nomme son père père et s'inscrive dans les conséquences de cette nomination, alors même que le père accepte cette nomination et assume les conséquences pour sa part. Or, tout se passe dans le lien social comme si la génération des pères, qui se laissent suggestionner là, ne voulait rien savoir de ses enfants, s'auto-instituer et littéralement se comporter en imposteur. Dès lors, l'enfant qui se trouve dans cette configuration est de fait abandonné soit au caprice de l'autre, soit à lui-même. Dans ce contexte, devrons-nous nous étonner de la généralisation de la bande qui est une version du communautarisme. Personne n'a jamais appris à quelqu'un à lire ou à écrire et peut-être à compter. Il y a un déclic qui témoigne que l'enfant s'est emparé de ce qu'on lui a présenté. On peut se rappeler nous on dit de la maîtresse, mais on peut se rappeler de la professeure. Podemos recordarnos la maestra avec qui on a appris. Con la cual nosotros aprendimos. Mais ce n'est pas elle qui nous a déterminés. Pero no fue ella la que nos determinó. Voilà, il faut donc présenter à l'enfant l'écriture, la lecture. Entonces es necesario presentarle al niño la lectura, la escritura. Et là aussi, il est décisif que l'enfant rencontre quelqu'un de vivant. Un vivant qui lui prête son désir d'apprendre, qui donne son temps, qui donne ses mots, et jusqu'à son corps, en un sens. Il est décisif que quelqu'un incarne ce point qu'aucun savoir ne saurait combler et qui est le lit du désir. C'est sur ce point d'appui, un autre vivant qui fasse trou dans le savoir, que l'enfant peut soulever le monde que nous lui présentons et dont, que nous le voulions ou non, sa génération aura la charge un jour si nous lui en transmettons quelque chose. C'est notre responsabilité. Esta es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.